Que se passe-t-il quand un empathe dit non pour la première fois? Jung l'a prédit, Huberman l'a prouvé. Il existe un moment dans la vie de chaque empathe qui change absolument tout. Ce n'est pas quand vous découvrez que vous ressentez trop de choses. Ce n'est pas quand vous réalisez que vous absorbez les émotions des autres comme une éponge. Ce n'est même pas quand vous comprenez enfin pourquoi les fêtes vous épuisent et pourquoi vous avez besoin d'autant de temps seul pour vous refaire. Le moment qui transforme un empathe pour toujours est beaucoup plus simple et infiniment plus puissant. C'est la première fois que vous dites non et que vous le pensez vraiment. Carl Jung a prédit ce moment il y a plus de 100 ans. Il a écrit que l'assimilation de l'ombre donne à l'homme corps et substance. Que sans intégrer ce que nous rejetons en nous-mêmes, nous restons des fantômes, flottant dans la vie des autres. Maintenant, le Huberman Lab confirme avec la neuroscience exactement ce qui se passe dans le cerveau quand un empathe finit par établir des limites. Et ce qu'ils ont découvert explique pourquoi ce simple acte de dire non déclenche une tempête neurologique si intense. Aujourd'hui, vous allez comprendre la science derrière la transformation la plus importante qu'un empathe puisse expérimenter. Chapitre 1. La prison invisible de l'empathe. Pour comprendre ce qui se passe quand un empathe dit non pour la première fois, nous devons d'abord comprendre la prison dans laquelle il vit. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour dans un corps qui fonctionne comme une antenne pour les émotions de tous ceux qui vous entourent. Vous entrez dans une pièce et vous savez immédiatement qui est triste, qui est anxieux, qui cache de la colère derrière un faux sourire. Vous n'avez pas choisi d'avoir cette capacité. Elle existe simplement. Et le prix de cette sensibilité extraordinaire est de vivre dans une surcharge constante que les personnes normales ne pourront jamais comprendre. Les empathes ne sont pas simplement des personnes sensibles. Des recherches du Huberman Lab sur le système nerveux révèlent que les personnes hautement empathiques possèdent une activité significativement plus importante dans les neurones miroirs. Ces neurones font que vous ressentez littéralement ce que les autres ressentent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe dans le cerveau de l'empathe, le cortex insulaire. La région responsable de la conscience interoceptive est également plus actif chez les empathes. Cela signifie qu'ils ne perçoivent pas seulement les émotions des autres, mais qu'ils les ressentent physiquement dans leur propre corps. Quand quelqu'un proche de l'empathe souffre, l'empathe peut ressentir une oppression dans la poitrine. Quand quelqu'un est anxieux, l'empathe peut sentir son estomac se contracter. Le corps de l'empathe répond aux émotions d'autrui, comme si elles étaient les siennes. Quand quelqu'un proche de vous est triste, vos neurones miroirs activent les mêmes régions cérébrales, comme si vous étiez triste. Quand quelqu'un est anxieux, votre corps produit du cortisol, comme si la menace était la vôtre. Une étude fascinante a découvert que 26% des personnes montrent une réponse physiologique de cortisol, rien qu'en observant d'autres personnes dans des situations stressantes. Mais chez les empathes, ce nombre est drastiquement plus élevé. Cela signifie que les empathes vivent dans un état constant de surcharge émotionnelle. Ils portent non seulement leurs propres émotions, mais les émotions de tous ceux qui les entourent. Et voici le problème central. Pour survivre à cette surcharge, les empathes développent un mécanisme de défense qui devient leur plus grande prison. Ils apprennent à dire oui à tout. Pourquoi dire oui protège-t-il l'empathe? Parce que quand vous dites oui, vous évitez l'inconfort de l'autre. Quand vous dites oui, vous n'avez pas besoin de sentir la déception ou la colère que votre non causerait. Quand vous dites oui, vous maintenez la paix externe, même si cela détruit votre paix interne. Jung a appelé cela l'inflation de la persona. La persona est le masque que nous portons pour le monde. Chez les empathes, ce masque devient si épais qu'ils oublient qui ils sont vraiment en dessous. La persona de l'empathe est toujours agréable, toujours disponible, toujours prête à aider, toujours disant oui.
Et chaque oui qui n'est pas vrai alimente l'ombre. Jung a décrit la persona comme un masque nécessaire pour la vie sociale. Nous avons tous besoin d'une persona pour fonctionner en société. Le problème surgit quand le masque se fond avec le visage. Quand vous oubliez qu'il existe quelqu'un en dessous, pour l'empathe. Cette fusion se produit graduellement au fil des années. Chaque fois qu'il dit oui, quand il veut dire non, la persona devient un peu plus épaisse. Chaque fois qu'il ignore ses propres besoins pour répondre à ceux des autres, le masque devient un peu plus rigide, jusqu'à ce qu'un jour, l'empathe se regarde dans le miroir et ne reconnaisse pas la personne qu'il voit. Il est devenu une fonction d'agrément des autres, au lieu d'une personne complète. C'est le moment le plus dangereux dans la vie d'un empathe, parce que c'est à ce moment-là que l'ombre commence à crier. Chapitre 2. L'ombre du oui. Jung a enseigné que tout ce que nous rejetons en nous-mêmes va dans l'ombre. Et l'ombre ne disparaît pas, elle grandit. Pour l'empathe qui dit toujours oui, l'ombre contient quelque chose de très spécifique. Elle contient toute la colère non exprimée, tout le ressentiment accumulé. Toute la frustration de Anne à dire oui quand il voulait dire non, mais l'ombre contient aussi quelque chose de précieux. Elle contient le pouvoir de dire non. Elle contient la capacité d'établir des limites. Elle contient la force dont l'empathe a tant besoin, mais qu'il craint tant. Jung a écrit que confronter l'ombre, c'est trouver de l'or au milieu des ordures. Le non que l'empathe craint tant est exactement l'or qu'il doit récupérer. Le Huberman Lab explique pourquoi dire non est si terrifiant pour les empathes. L'amygdale est la région du cerveau responsable de la détection des menaces. Chez les personnes hautement empathiques, l'amygdale est hypersensible. Elle interprète la moindre possibilité de conflit comme un danger réel. Quand un empathe envisage de dire non, l'amygdale se déclenche comme si un prédateur attaquait. Le cœur s'accélère, les mains transpirent, l'estomac se contracte. Tout le corps crie au danger. En même temps, le cortex préfrontal, qui est responsable de la pensée rationnelle, tente d'apaiser la situation. Il sait que dire non n'est pas vraiment dangereux. Mais la connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal chez les empathes favorise fréquemment l'amygdale. Cela signifie que la peur l'emporte sur la raison. Et l'empathe dit oui une fois de plus. Chaque fois que cela se produit, le schéma se renforce. Les circuits neuronaux qui connectent dire non au danger deviennent plus robustes et l'ombre devient plus lourde. Il y a un autre phénomène neurologique important qui se produit ici. Le Huberman Lab a documenté comment l'évitement des situations craintes renforce la peur au fil du temps. Chaque fois que l'empathe évite de dire non, il récompense le cerveau pour avoir eu peur. L'amygdale enregistre que la peur était correcte. Après tout, vous avez évité la situation dangereuse et rien de mal ne s'est produit. Cela doit signifier que la situation était vraiment dangereuse. C'est un cycle vicieux qui s'auto-perpétue. Plus l'empathe évite de dire non, plus il devient terrifiant de dire non. Plus il dit oui par peur, plus son ombre accumule du ressentiment. Et plus ce ressentiment s'accumule dans l'ombre, plus elle finira par exploser. Carl Jung nous a averti que l'ombre refoulée devient de plus en plus primitive et puissante. Elle ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Elle attend juste le bon moment pour émerger. Et quand elle émerge, elle le fait souvent de manière destructive. L'empathe, qui ne dit jamais non, un jour souvent explose. Des années de ressentiment accumulés jaillissent d'un seul coup, souvent dirigées vers la mauvaise personne, au mauvais moment. Et alors, l'empathe se sent coupable de cette explosion et promet que cela n'arrivera plus jamais. Et il recommence à dire oui à tout. Et le cycle recommence. Ce cycle ne peut être brisé que d'une seule manière, en disant non, consciemment, avant que l'ombre ne force un non inconscient. Chapitre 3. Le moment de la rupture.
Mais alors, quelque chose se passe. Un jour, l'ombre devient trop lourde. Un jour, le corps de l'empathe ne peut simplement plus supporter. Un jour, la douleur de dire oui dépasse la peur de dire non. Et ce jour-là, l'empathe dit non pour la première fois. Carl Jung a décrit ce moment comme le début de l'individuation. C'est le moment où la personne commence à devenir qui elle est vraiment, au lieu de qui les autres veulent qu'elle soit. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau à ce moment-là? Le laboratoire d'Andrew Huberman a documenté les changements neurologiques qui se produisent lorsque quelqu'un établit finalement une limite après des années de people-pleasing. Premièrement, il y a un pic massif de cortisol. Le corps interprète le non comme une situation de vie ou de mort. Toute la programmation de toutes ces années crie que vous êtes en danger. Deuxièmement, l'amygdale entre en hyperactivité. Elle cherche frénétiquement des signes que sa prévision de désastre était correcte. Elle recherche la colère sur le visage de l'autre. Elle recherche le rejet. Elle recherche la fin de la relation. Troisièmement, et voici la partie cruciale, le cortex préfrontal commence à travailler d'une manière nouvelle. Il observe la situation et découvre souvent quelque chose de surprenant. Le monde n'est pas fini. La personne qui a reçu le non a peut-être été mal à l'aise, peut-être surprise, peut-être même irritée, mais la relation n'est pas finie. Vous n'avez pas été abandonné. Le désastre que l'amygdale a prédit n'est pas arrivé, et cette découverte change tout. Carl Jung appelait ce moment la confrontation avec la réalité. Toute la structure de peur que l'empathe a construite au fil des années était basée sur une fantaisie. La fantaisie que dire non mènerait au rejet total et à l'abandon. Quand l'empathe dit finalement non et réalise que cette fantaisie ne correspond pas à la réalité, quelque chose se brise en lui, quelque chose qui devait être brisé, l'illusion se défait et avec elle s'en va une partie de la prison. Chapitre 4. La neuroplasticité du non. Le cerveau humain est plastique. Cela signifie qu'il peut changer et se réorganiser en fonction des expériences. Quand un empathe dit non pour la première fois et survit, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Le laboratoire d'Andrew Huberman explique que chaque fois que l'amygdale prédit un désastre et que le désastre n'arrive pas, les circuits neuronaux se reconfigurent. La connexion entre dire non et danger commence à s'affaiblir. Mais voici ce qui rend le premier non si puissant. Le premier non crée une nouvelle mémoire. Une mémoire qu'il est possible de dire non et de survivre. Cette mémoire devient la semence d'une nouvelle façon d'exister dans le monde. Carl Jung a appelé cela la mort de l'ego. Ce n'est pas que l'ego meurt littéralement, c'est que l'ancienne identité de l'empathe, qui dit toujours oui, commence à se dissoudre pour laisser place à une identité plus complète. Cette nouvelle identité inclut la capacité de dire non, inclut la permission d'avoir ses propres besoins, inclut le droit d'exister sans avoir besoin de constamment prendre soin des autres, et chaque non subséquent renforce cette nouvelle identité. Des recherches montrent qu'établir des limites active le système de récompense du cerveau, de la dopamine est libérée. Le cerveau enregistre que dire non, quand c'est nécessaire, est quelque chose de bon. Avec le temps, l'empathe développe ce que les neuroscientifiques appellent la flexibilité de réponse. Au lieu de automatiquement dire oui, le cerveau a maintenant l'option d'évaluer chaque situation et de choisir la réponse appropriée. C'est la liberté que Carl Jung a promise quand il a parlé d'intégration de l'ombre, mais la neuroplasticité requiert la répétition. Un seul non n'est pas suffisant pour reconfigurer complètement le cerveau. Le premier non ouvre la porte. Les non subséquents la maintiennent ouverte.
le laboratoire d'Andrew Huberman a découvert qu'il faut approximativement 66 jours de pratique consistante pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Cela signifie que l'empathe qui veut véritablement transformer sa relation avec les limites doit pratiquer le non régulièrement, pendant au moins 2 mois. Il n'a pas besoin d'être des non grands ou dramatiques. De petits non quotidiens suffisent. Non, je ne vais pas faire d'heures supplémentaires aujourd'hui. Non, je ne peux pas aider avec ça maintenant. Non, je ne suis pas disponible en ce moment. Chaque petit non est une brique dans la construction d'une nouvelle architecture cérébrale, une architecture qui inclut l'option de refuser sans entrer en panique. Chapitre 5. La culpabilité qui vient après. Mais il serait malhonnête de parler du premier non sans parler de la culpabilité. Tout empathe qui dit non pour la première fois expérimente une vague de culpabilité qui peut être accablante. Il est important de comprendre pourquoi cela arrive et quoi en faire. La culpabilité de l'empathe vient de plusieurs sources. Premièrement, il y a la programmation de l'enfance. Beaucoup d'empathes ont appris très tôt que leur valeur vient de prendre soin des autres. Dire non contredit cette programmation fondamentale. Deuxièmement, il y a l'hyperactivité des neurones miroirs. L'empathe sent littéralement le malaise que son non a causé à l'autre et confond ce malaise de l'autre avec la preuve qu'il a fait quelque chose de mal. Troisièmement, il y a l'ombre, encore non intégrée, la partie de l'empathe qui a été entraînée à plaire, crie qu'il a commis une erreur terrible. Carl Jung a enseigné que la culpabilité peut être un guide précieux ou une prison cruelle. La différence réside dans la façon dont vous la traitez. La culpabilité saine dit « j'ai fait quelque chose qui contredit mes valeurs génuines ». La culpabilité névrotique dit « j'ai fait quelque chose qui contredit l'attente des autres à mon sujet ». La culpabilité que l'empathe ressent après avoir dit « non » est presque toujours de la culpabilité névrotique. Elle n'est pas basée sur avoir fait quelque chose de véritablement mauvais. Elle est basée sur avoir contrarié la programmation de plaire. Le laboratoire d'Andrew Huberman suggère une pratique puissante pour traiter cette culpabilité. Quand la culpabilité surgit, faites une pause et demandez-vous, ai-je vraiment fait quelque chose de mal ou ai-je simplement fait quelque chose qui a déplu à quelqu'un? Déplaire à quelqu'un n'est pas la même chose que faire quelque chose de mal. Les personnes saines déplaisent à d'autres personnes tout le temps, simplement parce qu'elles ont leurs propres besoins. Cette distinction est fondamentale pour l'intégration de l'ombre. Il existe une pratique jungienne appelée dialogue actif, qui peut être très utile ici. Quand la culpabilité émerge, vous pouvez dialoguer avec elle comme si elle était une partie distincte de vous-même. Demandez à cette culpabilité d'où elle vient. Demandez-lui ce qu'elle essaie de protéger. Souvent, la culpabilité est une part ancienne de vous, qui croit encore que votre valeur dépend de votre capacité à plaire aux autres. Elle a besoin d'être écoutée et doucement mise à jour avec de nouvelles informations. Vous pouvez dire à cette culpabilité quelque chose comme « Je comprends que tu essaies de me protéger, tu as appris que dire non était dangereux, mais je suis adulte maintenant et je peux prendre soin de moi-même. Dire non ne fait pas de moi une mauvaise personne, cela fait de moi une personne complète. » Ce type de dialogue interne peut sembler étrange au début. Mais Carl Jung a démontré à maintes reprises que parler à ses parties intérieures est l'une des formes les plus puissantes d'intégration psychologique, un processus de guérison et de découverte de soi. Chapitre 6. La transformation des relations. Quand un empathe commence à dire non, ses relations changent inévitablement. Et voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Certaines relations ne survivront pas au non de l'empathe.
Carl Jung était très clair à ce sujet. Il enseignait que les relations basées sur la persona, sur le masque que l'on présente au monde, ne survivent pas à l'individuation. Si quelqu'un ne vous aime que pour le masque que vous portez, cet amour n'est pas pour vous. En réalité, quand l'empathe commence à dire non, il découvre quelles relations étaient basées sur qui il est vraiment et lesquelles étaient basées sur son utilité. Les personnes qui profitaient du oui constant réagissent souvent mal quand le non apparaît. Elles peuvent accuser l'empathe d'avoir changé, de s'être transformée en égoïste, de ne plus être la personne qu'elles connaissaient. Et, dans un certain sens, elles ont raison. L'empathe a changé. Il est en train de devenir plus lui-même, et moins ce que les autres veulent qu'il soit. Mais, voici la bonne nouvelle. Les relations qui survivent au non de l'empathe deviennent infiniment plus profondes et authentiques. Quand vous pouvez dire non, votre oui prend une valeur réelle. Quand les gens savent que vous établissez des limites, ils ont plus confiance en vous. Paradoxalement, dire non mène à des connexions plus vraies, plus sincères. Le Huberman Lab confirme cela dans ses recherches sur les relations. Les personnes qui établissent des limites claires ont des relations plus satisfaisantes et durables que celles qui disent oui à tout. La raison neurologique est intéressante. Quand quelqu'un dit toujours oui, le cerveau des autres apprend à dévaloriser ce oui. Il devient attendu, prévisible, sans signification réelle. Mais quand quelqu'un dit parfois non, son oui devient un événement. Le cerveau des autres l'enregistre comme significatif. De la dopamine est libérée. Le oui de quelqu'un qui sait dire non est beaucoup plus précieux que le oui automatique de quelqu'un qui ne refuse jamais. Carl Jung avait observé cela dans ses études sur les relations. Il avait noté que les personnes excessivement agréables étaient souvent moins respectées que celles qui établissaient des limites claires. La disponibilité totale, paradoxalement, diminue la valeur perçue de la personne. Cela ne signifie pas que l'empathe doit devenir indisponible ou hostile. Cela signifie que la capacité de choisir quand être disponible rend la disponibilité plus significative, plus précieuse. Chapitre 7. Le protocole du premier non. Basé sur tout ce que Carl Jung a enseigné et que la neuroscience moderne confirme, voici un protocole pour les empathes qui se préparent à dire non pour la première fois. Étape 1. Choisissez quelque chose de petit. Votre premier non n'a pas besoin d'être une grande confrontation. Il peut s'agir de refuser une invitation sociale quand vous êtes fatigué. Il peut s'agir de ne pas répondre à un appel téléphonique quand vous avez besoin de temps seul. Il peut s'agir de toute situation à faible risque où vous diriez normalement oui. La raison de commencer petit est neurologique. Vous créez de nouveaux circuits cérébraux. Des circuits petits sont plus faciles à construire et ils deviennent la base pour des circuits plus grands. Étape 2. Préparez votre système nerveux. Avant de dire non, pratiquez la respiration diaphragmatique. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 6 secondes. Cela active le système nerveux parasympathique et réduit la réactivité de l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Le Huberman Lab a démontré que cette technique peut réduire la réponse au stress de près de 40%. Étape 3. Dites non sans justification excessive. Les empathes ont tendance à trop expliquer. Ils sentent qu'ils doivent avoir une raison parfaitement valable pour dire non. Mais les explications excessives affaiblissent souvent la limite. Un simple « non, merci » ou « non, ça ne va pas être possible pour moi » est suffisant. Vous ne devez d'explication à personne sur vos besoins. Étape 4. Supportez l'inconfort. Après avoir dit non, vous allez ressentir de l'inconfort, de la culpabilité, de l'anxiété, de la peur. Ces sentiments sont normaux, ils sont l'ombre, votre part d'ombre, qui proteste contre le changement.
N'essayez pas de faire disparaître l'inconfort, observez-le, respirez à travers lui. Rappelez-vous que les sentiments ne sont pas des faits. L'inconfort va passer. Étape 5. Célébrez la survie. Après que l'inconfort diminue, reconnaissez consciemment que vous avez survécu. Le monde n'est pas fini. Vous avez dit non et vous êtes toujours là. Cette célébration consciente est importante parce qu'elle aide le cerveau à enregistrer l'expérience comme positive. Elle renforce les nouveaux circuits neuronaux que vous êtes en train de construire. Étape 6. Répétez avec une fréquence croissante. Après votre premier non réussi, trouvez une autre opportunité dans les jours qui suivent. Ne laissez pas trop de temps passer entre les pratiques, où le cerveau reviendra aux anciens schémas. L'objectif est de créer une nouvelle normalité, où dire non est simplement une option disponible, pas quelque chose de dramatique ou d'effrayant, juste une réponse possible parmi d'autres. Avec le temps, vous allez réaliser que dire non devient de plus en plus facile. La tempête neurologique diminue, la culpabilité devient plus brève, la liberté devient plus présente. Chapitre 8. L'intégration continue. Dire non pour la première fois n'est pas la fin du voyage. C'est le commencement. Carl Jung enseignait que l'individuation est un processus qui dure toute la vie. Chaque fois que vous intégrez une partie de l'ombre, d'autres parties se révèlent. Le travail n'est jamais terminé, mais il devient plus facile avec le temps. Pour l'empathe qui a commencé à dire non, la prochaine étape est de continuer à pratiquer. Chaque non que vous dites renforce votre capacité à dire non dans le futur. Les circuits neuronaux deviennent plus robustes. L'amygdale devient moins réactive. Le cortex préfrontal gagne plus de contrôle. Avec le temps, dire non cesse d'être une bataille et devient simplement une option disponible. Le Huberman Lab appelle cela l'autorégulation mature. C'est la capacité de choisir vos réponses au lieu de réagir automatiquement. Les empathes, avec une autorégulation mature, ressentent toujours intensément. Ils ont toujours des neurones miroirs hautement actifs. Ils absorbent toujours les émotions des autres. La différence, c'est qu'ils ont maintenant la capacité de traiter ces émotions sans se perdre dedans. Ils peuvent sentir la tristesse de l'autre sans devenir tristes. Ils peuvent percevoir le besoin de l'autre sans automatiquement tenter de le satisfaire. C'est ça, la vraie liberté de l'empathique. Il y a un concept jungien appelé le soi qui est pertinent ici. Le soi est la totalité de la psyché. Il inclut à la fois le moi conscient et tous les contenus inconscients, y compris l'ombre. L'empathique qui ne dit jamais non est identifié seulement avec une partie de lui-même, la partie agréable, la partie qui prend soin des autres, la partie qui dit oui, il a rejeté la partie qui peut dire non, et cette partie est allée dans l'ombre. L'intégration de l'ombre, c'est le processus de récupération de cette partie rejetée. De percevoir que vous pouvez être à la fois la personne qui aide et la personne qui établit des limites, à la fois la personne qui dit oui et la personne qui dit non. Cette totalité, c'est ce que Carl Jung appelait l'individuation. Et l'empathique qui intègre son non devient plus entier qu'il ne l'était auparavant. Il ressent encore intensément. Il perçoit encore les émotions des autres. Il a encore le don de l'empathie. Mais maintenant, il a aussi la capacité de se protéger, de prendre soin de lui-même, d'exister comme une personne complète, et pas seulement comme une fonction de prise en charge des autres. Chapitre 9. Le paradoxe final. Carl Jung parlait fréquemment de paradoxe. Et il y a un paradoxe fondamental au cœur de cette transformation. Quand l'empathique apprend à dire non, il devient capable d'aimer plus profondément. Cela semble contradictoire. Comment établir des limites peut-il mener à plus d'amour? La réponse se trouve dans la différence entre le sacrifice genuin et le sacrifice compulsif. L'empathique qui dit toujours oui ne se sacrifie pas réellement pour les autres. Il se sacrifie par peur de dire non. Son oui ne vient pas de l'amour, il vient de la terreur.
Quand l'empathique peut dire non, son oui devient un choix réel. Et les choix réels, faits librement, sont la base de l'amour véritable. Carl Jung a écrit que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. L'empathique qui ne dit jamais non ne se possède pas lui-même. Par conséquent, il ne peut pas réellement se donner à qui que ce soit. Mais l'empathique qui a intégré son ombre et a récupéré le pouvoir de dire non, maintenant se possède, et il peut choisir quand et comment se donner. C'est le cadeau que le premier non offre. Ce n'est pas le cadeau de se fermer au monde. C'est le cadeau de finalement pouvoir s'ouvrir vraiment. Le Huberman Lab confirme ce paradoxe dans des études sur l'altruisme. Les personnes qui pratiquent l'auto-soin et établissent des limites claires, en réalité, aident davantage les autres à long terme que les personnes qui se sacrifient constamment. Andrew Huberman a souligné l'importance de se préserver pour pouvoir aider durablement. La raison est simple. L'empathique qui ne dit jamais non finit par s'épuiser. Il entre en burn-out. Il en veut aux personnes qui l'aident. Son corps tombe malade, son esprit s'épuise, et il finit par ne plus pouvoir aider personne. Mais l'empathique qui sait dire non préserve son énergie. Il peut continuer à aider pendant beaucoup plus longtemps. Il aide avec qualité au lieu de quantité, et son aide vient d'un lieu de choix véritable, pas de peur ou d'obligation. Paradoxalement, l'empathique qui dit non et finit par dire plus de oui significatifs au cours de sa vie. Conclusion. L'invitation. Si vous êtes un empathique qui ne dit jamais non, je veux vous faire une invitation. Trouvez une petite situation cette semaine où vous diriez normalement oui, mais où vous aimeriez dire non. Ce n'est pas nécessaire que ce soit dramatique. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une grande confrontation. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que refuser une tâche supplémentaire au travail ou ne pas répondre à un message immédiatement. Et alors, dites non. Sentez l'inconfort qui vient ensuite. Observez la culpabilité. Percevez la peur. Et alors, observez comment le monde ne s'écroule pas. Ce petit acte peut paraître insignifiant, mais il contient le potentiel de transformer complètement votre vie. Carl Jung a prédit ça. Andrew Huberman l'a prouvé. Et maintenant, vous pouvez l'expérimenter. Votre premier non vous attend. Et derrière lui se trouve la personne que vous êtes vraiment. La personne qui était cachée dans l'ombre tout ce temps. La personne qui est finalement prête à sortir. Une dernière réflexion. Il y a une différence énorme entre être une bonne personne et être une personne qui a peur de paraître mauvaise. L'empathique qui dit toujours oui n'est souvent pas vraiment bon. Il est terrifié à l'idée d'être vu comme égoïste. Sa bonté est en réalité de la peur déguisée. Mais l'empathique qui peut dire non et choisit de dire oui, ça, c'est une personne genuinement bonne, parce que sa bonté est un choix, pas une compulsion. Carl Jung a écrit que la personne vraiment bonne est celle qui connaît sa propre obscurité, qui a intégré son ombre, qui peut être cruelle, mais choisit d'être gentille, qui peut dire non, mais dit fréquemment oui. C'est l'empathique intégrée, et cette empathique commence à exister. Au moment où vous dites votre premier non, vrai, ce moment est à votre portée, maintenant, aujourd'hui, dans cet exact instant où vous terminez d'écouter ces mots. Votre premier non vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est le dire.